Bonjour à tous. Déjà merci à tous, d'être là. Ça fait, vraiment plaisir, que ça se concrétise, enfin tout ça. Alors je sais pas si tu veux qu'on commence maintenant ou si, on attend encore un petit peu, peu importe. Alors c'est parti. Pour me présenter rapidement, du coup, je suis étudiante en première année de master histoire de l'art, à l'université de Strasbourg et mes recherches me permettent de me spécialiser sur la peinture française du 19e siècle. J'ai également fait une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Nancy, ce qui m'a permis de me sensibiliser de manière générale à l'art nouveau, et à l'art nouveau nancéien, du coup, que je vais tenter de vous présenter en partie. Je suis également admiratrice de la peinture de Victor Prouvé, raison pour laquelle j'ai envie de vous le présenter en partie aussi. Cette conférence, elle est vraiment pensée comme une initiation à l'art nouveau nancéien, à son contexte et plus globalement à la riche atmosphère artistique de cette fin de 19e siècle, début de 20e siècle dans la région. Alors, ce sera impossible d'être exhaustif, mais j'espère quand même faire naître en vous un intérêt à la fois pour la période et puis peut-être pour Victor Prouvé aussi. Cette conférence, elle a vu le jour à la suite d'une proposition de stage faite par l'association Japonisme et Art Nouveau, dont je vous mets le lien version française ici. Et donc cette association, elle a été fondée par Antoinette Martin. Alors comme elle est ici, j'en profite pour la remercier pour sa confiance et puis pour ses conseils aussi. C'est une association qui a pour but de promouvoir l'art nouveau et le japonisme à la fois par le biais de conférences et d'événements divers, en français, en anglais. Donc, je vous mets également le lien du site en anglais, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis également de temps en temps en japonais. Alors, si j'ai choisi de postuler à ce stage, c'est déjà par attrait pour l'art nouveau, hein, en souvenir de mes années de licence qui m'ont donné à cœur de promouvoir mon patrimoine local. Mais je voulais vous informer également que dans le cadre de cette conférence, avec Iris ici présente, que je remercie encore une fois pour son aide, pour ses conseils et pour tout le temps qu'elle a pris pour m'aider. Et donc, nous avons préparé des posts à la fois sur LinkedIn et Instagram qui ont permis de poser quelques points qu'on va développer aujourd'hui. Donc, je vous mets encore une fois les coordonnées de nos sites. Et donc, encore une fois, voilà, j'espère que vous allez apprécier cette conférence. Alors donc, celle-ci a pour but de vous présenter le contexte de l'Art nouveau à Nancy par le biais du double portrait des Corbin, donc Monsieur et Madame Corbin, peint par Victor Prouvé en 1906. Je vais d'abord vous décrire assez précisément le tableau, sans rentrer dans des détails contextuels, parce que j'ai vraiment envie d'habituer votre œil à la fois aux détails et puis à l'œuvre de manière générale. Dans une seconde partie, on reviendra sur les points qu'on a détaillés, et puis on expliquera ce qu'est l'école de Nancy. Et dans une dernière partie, on évoquera le personnage d'Eugène Corbin de manière un peu plus précise. Et puis après, on pourra passer à un temps de questions-réponses si vous avez envie. Alors tout d'abord, il faut se demander ce que c'est l'art nouveau. Je vous ai mis pêle-mêle plusieurs images pour que vous puissiez comprendre un petit peu toutes ces nuances et toutes ces représentations. L'art nouveau, c'est un courant artistique européen. Alors on pourrait même dire, au vu de sa brièveté, que c'est une mode qui a été produit à la fois en France, en Allemagne, sous le nom de Jugendstil, en Angleterre, en Italie, en Belgique, etc. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors les bandes chronologiques, elles sont assez imprécises parce que chaque pays, chaque région va avoir une date différente pour son manifeste. De manière générale, c'est un mouvement artistique qui va s'inspirer des formes de la nature pour la remettre au centre de l'art, et puis le tout mélangé donc à des techniques issues de l'industrie. C'est un mouvement qui va toucher, comme vous le voyez sur la diapositive, absolument tous les domaines de l'art, notamment les arts décoratifs, la peinture, le mobilier, l'architecture, et dont il existe une notion centrale, celle de l'art total. Donc l'art total, c'est le mélange de tous ces médiums pour créer une œuvre d'art complète qui mélange toute forme d'art en fait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui fait la synthèse de tous ces arts et qui, selon moi, est assez représentative de ce qui se joue à Nancy à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
parce que Nancy, c'est un des centres majeurs de la production Art Nouveau en France. En plus de ça, on va le voir, les personnes représentées, elles permettent de relier tous les acteurs de cette période, et c'est pour moi d'autant plus visible via ce portrait. Donc cette œuvre, elle est totalement corrélée à ce contexte. Elle a été peinte par Victor Prouvé en 1906, mais elle a été commandée 1 an auparavant, en 1905, l'année du mariage des deux personnes représentées, donc Eugène Corbin et Jeanne Bloss. Et elle est actuellement exposée au musée de l'École de Nancy. Alors ce qui est super, c'est que récemment, le musée de l'École de Nancy a proposé une refonte du parcours permanent de visite et a permis de mettre en avant cette œuvre quasiment à l'entrée du musée. Donc si vous avez le temps et l'occasion un jour, je vous invite vraiment à aller la voir dans son contexte parce que c'est tout à fait impressionnant. Alors au premier plan de cette peinture, on remarque tout de suite le personnage d'Eugène Corbin, qui est un homme d'affaires nancéien. Il est donc assis sur un fauteuil, né au XVIIIe, et lit une revue artistique qui n'est pas officiellement déterminée. Il a le regard détourné du spectateur dans une position assez décontractée. Il a les jambes écartées, ce qui est assez loin des conventions traditionnelles pour les portraits. Sa tenue, elle est tout à fait typique des tenues bourgeoises de son époque. Elle est celle d'un homme actif, même si ici, il ne se représente pas en tant que tel, mais plutôt en tant que collectionneur, ce qu'on expliquera un petit peu tout au long de cette présentation. Il porte ce qu'on appelle précisément un complet veston 3 pièces en drap de laine sombre, et c'est le cas la plupart du temps chez les hommes. C'est une tenue plutôt d'après-midi. Alors, excusez-moi, je lisais le commentaire. Bien que la revue donc ne soit pas officiellement déterminée, j'ai pu en discuter notamment avec Antoinette Martin et Iris. Et aujourd'hui, on vous propose l'hypothèse que ce serait peut-être la revue allemande Jugend, Jugend qui fait référence donc au Jugendstil, à l'art nouveau allemand, qui est, on le comprendra, l'une des passions d'Eugène Corbin. Alors, derrière Eugène Corbin, debout, appuyé sur une console née au XVIIIe en bois doré, on voit le personnage de Jeanne Bloss, son épouse, qui tient dans sa main un sautoir, c'est-à-dire un long collier. Elle a aussi une tenue tout à fait à la mode, une robe en corsage blousant, dit gorge de pigeon, avec des empiècements, des épaulettes et des poignets en dentelle. Comme pour son époux, c'est une tenue plutôt bourgeoise, plutôt élégante, d'après-midi. Et elle a aussi une coiffure à la mode, en chignon bouffant. Alors, je profite de cette présentation pour remercier la dame d'Atour, Nathalie Aran, pour toutes ces informations concernant la mode. Je vous mets également son contact, en tout cas son site internet, sur la diapositive. Elle m'a également gentiment envoyé une photographie d'une robe semblable à celle portée par Jeanne Bloss, donc, pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble réellement. Alors, contrairement à son époux, Jeanne, elle regarde le spectateur comme si elle l'invitait dans son intérieur. Et cet intérieur, c'est l'appartement marital qui est situé au centre-ville de Nancy, précisément rue Mazagran. Et par contraste avec une certaine nonchalance d'Eugène Corbin, on remarque une certaine grâce finalement de la part de son épouse, mais aussi une certaine affirmation de soi qui est caractérisée, je trouve, par cette main fermement appuyée sur la console. Mais cette séparation gestuelle entre les époux, elle peut être aussi colorimétrique, parce que dans la partie inférieure gauche, celle où se trouve Eugène Corbin, les tonalités sont beaucoup plus sombres, allant du brun au gris, au noir. Et puis dans la partie supérieure où se trouve Jeanne, on est plutôt lumineux dans la blancheur, avec cette robe notamment, et puis le vitrail qui amène quand même la lumière depuis l'arrière-plan. Alors maintenant qu'on a évoqué les éléments de décor, les éléments annexes en tout cas, il faut qu'on évoque ces éléments liés à l'art nouveau qu'on va développer un petit peu tout au long de cette présentation. Sur la console, je vous ai mis ici un zoom. On voit un vase rempli de roses dont les pétales fanés commencent à tomber. Alors c'est un détail, mais ça montre l'intérêt des artistes de l'art nouveau pour une nature qui n'est pas idéalisée, mais qui est plutôt réelle. Également, entre les deux époux, donc vous avez également le zoom, on voit une amphore massive, alors en verre, qu'on identifiera un peu plus tard, mais qui a quand même une place importante dans la composition.
Également, à l'arrière-plan, j'attire votre attention sur ce vitrail qui prend quasiment la moitié de l'arrière-plan, ainsi que sur cette statuette qui a été posée sur un socle devant le vitrail, alors qui est plutôt d'un modèle qu'on pourrait qualifier de classique. Selon une hypothèse personnelle, on pourrait peut-être y voir un Apollon, en tout cas peut-être une figure de nu masculin à l'antique, entre guillemets. En tout cas, tous ces éléments participent à mettre en valeur sans aucun doute la catégorie sociale du couple, qui est plutôt bourgeoise, du coup, comme on l'a déjà dit. Alors, quand on étudie une peinture, ce qui est important, c'est de comprendre aussi la création, le processus créatif, et ça passe par le travail préparatoire. Alors, pour cette peinture, il en existe deux. À droite, vous avez celle qui, selon moi, est la plus antérieure, donc plutôt l'esquisse crayonnée, et qui présente déjà la composition générale. On a déjà tous les éléments importants, notamment la position de Jeanne, cet amphore, Eugène Corbin, qui propose peut-être une première pensée de Victor Prouvé. Et puis, juste après, probablement, on a cette esquisse peinte à l'huile qui présente la composition générale et également les tons colorés. Alors, encore une fois, on voit l'amphore, on voit Jeanne, on voit le choix de la pièce aussi, qui est caractérisé par le vitrail, la lumière, le découpage de l'espace, etc. Par contre, il y a quelque chose qui est assez frappant dans la différence, c'est la position d'Eugène Corbin. Personnellement, alors je dirais pas qu'elle est encore plus nonchalante, mais en tout cas, l'absorption qu'il a vis-à-vis de cette revue qu'il lit est encore plus importante. Il est réellement penché dessus, comme si il était vraiment passionné par ce qu'il lisait. Et donc, si notre hypothèse de la revue Art Nouveau est valide, on pourrait appuyer du coup cet intérêt qu'il a pour l'Art Nouveau. Alors, il y a un autre élément qui diverge par rapport à la composition finale, c'est le titre qui est donné aux deux esquisses, à savoir la conversation. Alors, c'est assez étonnant avec la composition parce que cette composition, elle ne donne pas l'impression d'une conversation. Quand on étudie une peinture ou toute autre œuvre d'art, ce qui est important de regarder, ce sont les jeux de regard. C'est ce qui va donner le lien entre les personnages, le rythme. Et ici, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de discussion, de conversation entre les deux époux parce qu'ils ne se regardent pas. Alors, la conversation pourrait se faire peut-être entre nous et Jeanne, parce que Jeanne, elle regarde le spectateur, comme si elle voulait faire rentrer le spectateur dans l'œuvre, l'inviter dans son intérieur et puis peut-être visiter sa collection personnelle. On ne sait pas. Alors maintenant que tous ces éléments importants ont été définis, présentés, on peut se demander quel est le rapport avec le contexte. Comment relier tous ces éléments présentés à l'Art Nouveau à Nancy? Mon postulat de base, c'était en effet de présenter, grâce à cette peinture, le contexte Art Nouveau à Nancy, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, à ce moment-là, on peut se demander quels indices peuvent donner des informations sur ce dit contexte. Mais pour ça, il faut d'abord faire un point sur l'Art Nouveau à Nancy. À Nancy, l'Art Nouveau se manifeste par l'Alliance provinciale des industries d'art, une association qui a été fondée le 13 février 1901 à Nancy, c'est-à-dire l'École de Nancy. C'est une association, mais également un mouvement provincial, c'est-à-dire qu'il est décentralisé. Et ça, c'est d'une importance capitale pour les acteurs de ce regroupement, parce qu'on revendique le talent des artistes, des artisans et des ouvriers d'art et industriels locaux. En fait, on veut promouvoir le rayonnement artistique, culturel et industriel de Nancy en protégeant la production, en la développant et également en la mutualisant, c'est-à-dire par le biais de projets communs, par exemple, comme des expositions ou des publications. Les artistes s'inspirent des formes de la nature et mélangent cette inspiration à des techniques industrielles telles que la ferronnerie, la verrerie ou le travail du bois. Les artistes de l'école de Nancy, ils se réunissent par une même volonté, sous l'égide d'un artiste, Émile Gallet, qui est le chef de file du mouvement. Mais à ses côtés, on peut également citer Louis Majorelle et Eugène Vallin, qui sont également à l'origine de ce mouvement.
Alors les prémices de cette association, elles sont à chercher, en 1894, lorsqu'à la salle Poirel à Nancy, qui existe d'ailleurs toujours, a lieu une exposition d'art décoratif lorrain, parmi lesquels il y avait notamment Émile Gallé, Louis Majorelle et Eugène Vallin. Le groupe s'impose en 1889 à l'exposition universelle de Paris, mais il y a une autre exposition qui fait date, c'est l'exposition internationale de l'Est de la France de 1909, qui montre encore l'importance de ce groupe d'artistes à l'échelle régionale, mais également à l'échelle nationale. Mais en fait, la création de ce centre artistique qu'est Nancy, c'est le fruit d'un contexte propice, parce que à Nancy, durant cette période, les industries vont beaucoup se développer dans la région, notamment avec la création du canal de la Marne au Rhin, par exemple, mais également de voies de chemin de fer. Et en fait, Nancy va s'imposer comme réelle ville industrielle. En plus de ça, le contexte de l'annexion à la suite de la guerre de 1870-1871 fait également de Nancy une sorte de capitale régionale à la place de Strasbourg, ce qui crée un afflux de population et donc un regain à la fois économique, culturel et intellectuel, parce que cet afflux de population va nécessiter de les former. Tout ça, c'est un cercle plutôt vertueux qui permet de créer une clientèle nouvelle, bourgeoise, comme le couple Corbin, apte à s'intéresser à l'art décoratif. Et donc, on en revient à cette exposition de 1894 qui, à la suite de toutes ces années, est un peu le point d'orgue de cette période qui va confirmer tous ces changements en fait, qui sont effectués dans la région. Alors nous, pour cette étude, on va spécifiquement s'attarder sur 3 artistes de l'école de Nancy qui sont directement reliés avec le tableau, sujet de notre étude. Alors, sachez néanmoins que la période Art Nouveau, elle est extrêmement fertile à Nancy et qu'elle a permis à de très nombreux artistes d'avoir une place importante dans les productions d'art décoratif à Nancy à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors tout d'abord, on va commencer par Victor Prouvé, qui est le peintre de l'œuvre qu'on étudie. Victor Prouvé, c'est le second président de l'association, après la mort d'Émile Gallé en 1904. Il évolue assez proche de la famille Corbin, parce que Corbin, c'est un grand amateur d'art. Il côtoie régulièrement Victor Prouvé et lui commande déjà ce tableau qu'on étudie l'année de son mariage, mais également la même année les menus du mariage que vous voyez ici à droite. Victor Prouvé, il a commencé ses études à Nancy avant d'entrer à l'école des Beaux-Arts à Paris, dans l'atelier d'Alexandre Cabanel. C'est seulement dans un second temps qu'il va s'intéresser aux arts décoratifs et à l'art nouveau parce que c'est un artiste extrêmement diversifié. Il va finir par nouer des liens avec Émile Gallé et Louis Majorelle parce qu'ils viennent de la même ville, ils ont des travaux en commun. Et il va notamment réaliser donc cette œuvre qu'on étudie et également le portrait d'Émile Gallé, ce qui montre finalement les liens étroits qui unissent les artistes de l'école de Nancy. Victor Prouvé, il va travailler à plusieurs reprises pour Eugène Corbin, mais on y reviendra un peu plus tard. On peut parler maintenant d'Émile Gallé, qui est le premier président et donc le fondateur, l'un des fondateurs de l'école de Nancy à partir de 1901. Alors, Émile Gallé est né dans un milieu propice à l'art, parce que son père est peintre, et il va globalement s'intéresser au travail du verre et de la céramique. Et il va co-diriger l'entreprise familiale dans le travail du verre. Et en rapport avec notre œuvre, donc, c'est lui qui va réaliser cet amphore qu'on voit entre les deux époux, qui est l'amphore du roi Salomon, qui occupe quand même une place assez importante dans l'œuvre de Victor Prouvé, parce qu'elle va, dès le départ, être dans les travaux préparatoires. C'est une amphore à décor marin qui est réalisée en verre et dont la monture est en fer forgé. Alors, il faut savoir que dans les années 1900, les thématiques marines, elles intéressent beaucoup Émile Gallé. Alors, je vous remets cette main aux ales qui est assez représentative finalement de son travail et dont il existe 3 exemplaires, un au musée d'Orsay et 2 au musée de l'école de Nancy, et qui est totalement corrélé du coup avec cet intérêt pour le monde marin. On peut également voir dans cet amphore des références aux amphores antiques. D'ailleurs, elle est toujours exposée aux côtés d'une amphore antique
qui était anciennement dans la collection d'Émile Gallé, et dont il s'est inspiré pour réaliser son œuvre. Cette œuvre, elle a été exposée en 1900 à l'Exposition universelle de Paris, et le thème est inspiré du livre de Monel, dont il y a une citation gravée sur le flanc de l'amphore. Alors, qui dit « Cette cruche habitait autrefois l'océan, elle contenait un génie qui était prince, si ça je saurais briser enchantement par permission du roi Salomon, qui a donné la voix au mandragore », et c'est signé Marcel Schwab, qui est donc un poète et un ami de Émile Gallé. On peut également lire la signature d'Émile Gallé sur un cachet imitant la cire, dans une police pseudo-arabe et pseudo-sanscrite. C'est une œuvre qui prend place dans un contexte extrêmement spécifique, qui est celui de l'affaire Dreyfus, raison pour laquelle on voit également une étoile de David sur ce cachet de cire. L'œuvre, elle a été acquise par Eugène Corbin en 1904, donc juste avant la mort d'Émile Gallé. Et on peut voir à quel point il en est fier, parce que elle occupe une place importante dans la composition finale. Le dernier artiste sur lequel on va s'arrêter, c'est Jacques Gruber. Jacques Gruber, qui est également l'un des fondateurs de l'école de Nancy, et qui est l'artiste qui a réalisé le vitrail à l'arrière-plan de la peinture de Victor Prouvé, qui est le vitrail Les Roses. Alors, pour dire un mot sur le vitrail, il était à l'origine, comme on peut le deviner sur la peinture, situé dans l'appartement marital rue Mazagran. Mince. Mais en fait, il a suivi le couple lors de son déménagement dans la rue du Sergent Blandan, qui est toujours l'actuel musée de l'école de Nancy. Jacques Gruber, c'est un artiste, un maître verrier et un ébéniste. Tout comme Victor Prouvé, il va suivre des enseignements aux Beaux-Arts de Paris avant de venir s'installer à Nancy. Il y devient professeur, mais va également travailler en tant qu'artiste décorateur à la Verrerie Dôme de 1893 à 1897. Il va réaliser des décors pour les vases de la Maison Dôme, mais également des meubles pour Louis Majorel. Comme Émile Gallé avant lui, comme Émile Gallé, il va participer à l'exposition de 1894, à l'exposition d'art décoratif et industriel lorrain dans les galeries Poirel, dont on a un peu parlé plus tôt. Mais il va finir par se consacrer au travail du verre. Vous avez par exemple ici ce vitrail avec le pan, qui est assez fameux dans les collections du musée de l'école de Nancy. Et en fait, il va créer une technique particulière, puisque c'est l'artiste qui va utiliser les plombs pour servir le motif dans ses créations, ce qui n'était pas le cas avant. Son travail, il est également à voir dans les rues de Nancy, notamment sur la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, à quelques pas de la gare de Nancy. Alors, pour évoquer rapidement d'autres artistes, le musée de l'école de Nancy a émis l'hypothèse selon laquelle le vase posé sur la console pourrait avoir été réalisé par Émile Gallé ou Antonin Dôme. Donc Antonin Dôme, qui est verrier et entrepreneur, et qui va travailler dans puis diriger l'entreprise familiale, c'est-à-dire la Cristallerie Dôme, fondée en 1878 par son père, à la suite donc de l'annexion allemande. Et Jacques Gruber, d'ailleurs, y a travaillé. C'est une entreprise qui va connaître un très grand succès et dont la production est encore largement collectionnée et exposée aujourd'hui dans des musées. Il y a notamment toute une salle qui lui est dédiée au Musée des Beaux-Arts de Nancy. De la même manière, la statuette que je vous ai présentée tout à l'heure, elle pourrait avoir été créée par Eugène Vallin, ce qui appuierait encore davantage le lien entre cette toile et l'école de Nancy. Eugène Vallin, c'est un architecte, mais également un menuisier d'art. Il va lui aussi exposer en 1894 aux côtés d'Émile Gallé et va même devenir vice-président en 1901 du comité directeur de l'Alliance provinciale des industries d'art, donc l'école de Nancy. Alors, à titre d'exemple, je vous mets une de ses productions qu'il a réalisée avec Victor Prouvé et qui est aujourd'hui au musée de l'école de Nancy, cette salle à manger maçon, qui est, par exemple, un exemple de cette notion d'art total. Maintenant, on peut se demander quel est le lien spécifique entre Eugène Corbin et l'école de Nancy.
comment cette œuvre est témoin de tout ce contexte. Alors cette conférence, elle a déjà posé les bases d'une réponse qui est assez complexe. Alors déjà, le lien entre Eugène Corbin et Victor Prouvé, l'intérêt de Eugène Corbin en tant que collectionneur pour les productions Art Nouveau, mais pas seulement, hein, on a rapidement évoqué ces meubles nés au XVIIIe dans sa collection. Cette dernière partie, elle va s'intéresser plus particulièrement à cette interrogation et tenter d'y répondre de manière la plus complète possible. Alors Eugène Corbin, c'est avant tout un homme d'affaires. Il se marie avec Jeanne Bloss en 1905 et de ce mariage va naître une fille. Eugène Corbin, il va reprendre l'affaire familiale créée par son père Antoine pour la transformer en chaîne de grands magasins, les magasins réunis. Alors c'est un nom qu'on a déjà évoqué parce que en fait Corbin, il inclut sa passion pour l'Art Nouveau dans son travail. Eugène Corbin, c'est un mécène majeur et un collectionneur important des artistes de l'école de Nancy. C'est un amateur d'art. Lui-même, il va peindre, faire de la photographie. Et dès 1909, il va ouvrir une première galerie d'art dans son magasin, où Victor Prouvé va exposer quelques années plus tard certaines de ses œuvres, qui appartiennent déjà, d'ailleurs parfois, à la collection d'Eugène Corbin. Les magasins réunis, c'est en quelque sorte le point de rassemblement de tous les artistes de l'école de Nancy. Et en fait, Corbin, à l'occasion de travaux d'agrandissement dans les magasins, il va demander à Victor Prouvé de réaliser des cariatides en bronze sur la façade. Alors ici, vous avez une simili-gravure, mais elles seront réalisées également par Victor Prouvé. Il va également demander à Jacques Gruber de réaliser les vitraux. Pour appuyer encore son intérêt pour les productions locales, au sein des magasins réunis, il existait également une galerie d'art et un espace de vente pour les ateliers Dôme et Gruber. Donc ici, vous avez une publicité pour ces ateliers Gruber. Alors, on va citer également que Eugène Corbin, il va créer sa propre revue artistique en 1909, la revue Art et Industrie, ce qui colle tout à fait avec les principes fondamentaux de l'école de Nancy. Victor Prouvé, d'ailleurs, il va en réaliser les couvertures dès 1910, mais sur le diaporama, vous verrez à titre d'exemple la version de janvier 1912. C'est d'ailleurs cette question de la revue assez important, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais Eugène Corbin, il lit sur la peinture une revue artistique. Et en fait, les revues, à l'époque-là, c'est un mode d'expression privilégié par les artistes et les acteurs de l'Art Nouveau, notamment parce que c'est un moyen de diffuser leurs idées. Eugène Corbin, il fait également intervenir des artistes locaux pour sa maison familiale. Il va demander à Lucien Weissenburger de travailler sur les travaux entre 1894 et 1896, rue Mazagran. Alors, je ne vais pas trop développer sur Lucien Weissenburger parce qu'il y a une autre conférence qui est prévue prochainement par un autre étudiant de Strasbourg, Kerem Musta, à propos des travaux architecturaux de Lucien Weissenburger. En tout cas, le rez-de-chaussée des magasins réunis, il est dédié à la vente et le reste à l'habitat. De manière générale, on ne connaît que très peu l'intérieur familial, sauf par le biais de la peinture de Victor Prouvé, que je vous raffiche ici. On atteste quand même, par contre, de commandes passées auprès d'Eugène Vallin pour à peu près tous les membres de la famille Corbin. Il faut également dire que Lucien Weissenburger, il sera chargé des travaux du déménagement de la famille de la rue Mazagran à la rue du Sergent Blandan entre 1911 et 1912. Donc cette demeure qui n'est autre que l'actuel musée de l'école de Nancy. En 1935, Eugène Corbin il va faire don de sa collection des artistes de l'école de Nancy, une collection qui compte 759 œuvres, à la ville, ce qui va constituer la base de la collection de l'actuel musée qui ouvre en 1964. Alors, bien que d'abord cette collection elle sera exposée à la Galerie Poirel, le couple va demander à ce que cette collection reste groupée afin de l'exposer sous le nom de Musée de l'école de Nancy. Et aujourd'hui encore, cette atmosphère elle est conservée, cette collection elle est visible
dans un musée où je dirais que l'ambiance a été conservée, même si c'est une époque révolue. Je vous invite vraiment à vous y rendre si vous avez la possibilité, parce que vous aurez vraiment conscience de ce que c'est cette notion d'art total. Alors maintenant, on va conclure. Et pour ça, on va revenir au cœur de notre sujet. On va se demander que dit cette œuvre sur son contexte et pourquoi, selon moi, c'est une œuvre importante et représentative de l'Art nouveau à Nancy. Avec cette œuvre, le couple Corbin il se met en scène. D'abord comme collectionneur, parce qu'il se présente au contact de pièces majeures, mais également en tant que mécène d'un groupe local d'artistes, d'auteurs, avec notamment cet amphore acheté à Émile Gallet, ce vitrail commandé à Jacques Gruber, qui va les suivre dans leur déménagement, et toutes les choses qu'on a évoquées durant cette conférence. Mais cette œuvre, elle est bien plus qu'un simple portrait de couple, c'est le portrait d'une période, parce que elle dit, comme on l'a vu, beaucoup plus que ce qu'on voit à première vue. Elle met en scène des deux acteurs majeurs, Eugène Corbin et Jeanne. Cette œuvre, elle permet de comprendre les enjeux, les acteurs et les lieux où s'est joué l'Art nouveau à Nancy. Elle présente l'importance des magasins réunis comme lieu de réunion d'artistes, démontre l'omniprésence de certains artistes à cette période, comme Émile Gallet, Jacques Gruber ou Victor Prouvé. Et c'est le témoin de la formation et même de l'apothéose de l'école de Nancy en tant qu'acteur d'un art total, bien que bref. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle simplement que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, merci. Bravo Marie. Merci. Bravo à vous, très beau travail. Très, très beau travail. Alors moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Quelle est la notoriété de Victor Prouvé à l'époque face à d'autres peintres illustres Art nouveau, selon vous? Est-ce que ça s'est juste cantonné au secteur nancéen ou est-ce qu'on a pu, est-ce qu'il est connu au-delà de Nancy, quoi? Alors aujourd'hui, de ce que moi je sais, même si bon, je vous avoue, je ne me suis pas trop penchée sur la question, aujourd'hui j'ai l'impression qu'une grande partie de ses œuvres sont toujours à Nancy, notamment au Musée des Beaux-Arts qui récemment a remis en valeur une partie de sa collection. Personnellement, je n'ai jamais vu ses œuvres ailleurs, mais c'est pas impossible qu'il y ait encore ses œuvres, par exemple, dans des musées à Paris, comme il a été formé là-bas. Il y a peut-être encore certaines de ses œuvres voilà, dans les collections peut-être de l'École des Beaux-Arts ou ce genre de choses. Alors, juste pour information, il y a eu une jolie exposition concernant Boulogne-Billancourt ou ici les Moulineaux il y a peut-être 3 ans, où on avait pourquoi les Hauts-de-Seine, c'est parce qu'il avait illustré une grande fresque dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question, petite question piège, Marie, que vous avez très bien répondu. Mais voilà, en fait, il faut savoir qu'il a aussi œuvré dans la région parisienne. Et oui, bien sûr, il fait partie c'est une figure majeure de la peinture de l'époque. Merci beaucoup, Marie, pour toute cette jolie et très, très complète description. Bravo à vous. Merci. Je laisse la parole aux autres participants.